Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien et on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième en 2 jours, donc on fait pas de vidéo pendant un mois. Et là on bombarde parce que le Ballon d'Or c'est dans 10 jours, semaine pro c'est Champions, J1 de la nouvelle formule de la Champions, il y a aussi des matchs de Champions le jeudi. Ça va être une semaine de Champions totalement dingue, je regarde. Real OM, PSG Atalanta, Liverpool Atleti, Bayern Chelsea, remake de la finale 2012, City Napoli, le retour de King Kevin à l'Etihad, Newcastle Barça, quelques grosses rencontres. Vous allez à San Mamés, mardi 18h45. Donc j'espère que vous êtes chaud. Et Stan, comment ça va? En vrai, j'étais trop content d'avoir cet enregistrement ce matin. Ça fait plaisir de te retrouver. Comment ça roule? Ça va, salam tout le monde. J'espère que vous allez bien, la paix, la santé. On va finir enfin cette série-là. J'ai vu les commentaires là. Les gars étaient morts de rire sur ton imitation de Kylian. Oui, j'ai vu aussi. Ouais, ça parlait que de ça. C'est sorti tout seul. C'était pas prévu en plus. Non. C'est comme ça. Les meilleures vannes sont dans la spontanéité. Voilà, tu vois. Toi-même, tu sais. Aujourd'hui, on va passer à travers les ailiers. Ça promet, franchement. Parce que je sens que là encore, on va avoir quelques petites divergences. Je sais pas pourquoi, je le sens. On va faire les ailiers droits de ton côté. Et ici, on est là pour parler des ailiers gauches. Donc, 5 ailiers gauches sur ma chaîne, 5 ailiers droits sur ta chaîne. Les ailiers gauches, c'est les ailiers gauches, c'est pas facile parce que d'habitude on a des listes complémentaires à rallonge. Hier on a fait les meilleurs numéros 9 et j'avais genre 10 noms. Mec, les ailiers gauches, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis un peu en galère. Hein. Franchement, j'en ai 2 sûrs, à la première et à la deuxième place sûrs. Déjà derrière il y a un peu plus de discussion et en vrai au-delà de mon top 4, genre la 5e place, honnêtement je sais pas qui mettre. Genre j'ai genre 5 ou 6 noms avec des points d'interrogation. Vas-y, aide-nous, t'as mis qui? Écoute, moi je vais pas te mentir, moi j'ai 6 noms. Ok. J'ai pas plus que 6 noms, tu vois. Je me suis débrouillé maintenant pour que les 6 fassent du sens dans ma tête et dans ma logique, tu vois. Donc un tout petit peu. Donc soyez quand même assez indulgents. Essayez de vous mettre à notre place. C'est pas très simple de s'asseoir et de te dire voici les meilleurs ailiers. Donc c'est intéressant parce que d'habitude les ailiers gauches, il y a c'est peut-être une des positions les plus pourvues du monde du foot. Tout le monde veut être ailier, il y a beaucoup de droitiers, il y a plus de droitiers que de gauchers biologiquement, donc avec ces ailiers en faux pied qui rentrent beaucoup sur le pied droit. Généralement, ailier gauche, c'est la position la mieux pourvue dans le foot depuis très longtemps. Et pourtant, cette année, c'est beaucoup plus à droite, je trouve, qu'on a les vrais cracks de la saison. Il y en a quelques-uns à gauche, bien sûr, mais il y a eu pas mal de saisons décevantes à gauche aussi. Et je suis curieux de savoir si... Vas-y, je suis curieux de connaître ton 5e. Alors, du coup, en 5e place, on va y aller assez simple sur la saison passée. Il a eu une saison compliquée, c'est normal. Ça commence déjà. Non, mec, tu commences déjà avec les embrouilles, mec. Ça commence pas bien. Tu me mets déjà dans la sauce, mec. Je l'ai même pas mis dans mon top 5. Il a eu une saison compliquée, franchement. Il a eu une très mauvaise saison pour ses standards. Une très mauvaise saison pour ses standards. Il avait dit qu'il allait faire 10 fois plus. Il a fait 10 fois moins. En vrai, je te comprends parce que je sais pas qui mettre à la place de lui. Je suis un peu d'accord. 20 buts, 16 passes D, toutes compétitions confondues. En vrai, ça reste un bon total. C'est une bonne saison. Maintenant, on a vu la saison, Stan. On a vu la saison. On va pas se laisser aveugler par 2 bouts de chiffres mis côte à côte. Et si on veut des chiffres, on peut dire aussi qu'il y a un seul but pour Vinicius sur toute la phase d'élimination directe de Champions. Et ça vient sur une bourde de Saliba quand la double confrontation contre Arsenal, elle est déjà pliée. Donc ça change rien. Depuis, je suis allé regarder les buts en Liga pour Vinicius. Depuis mi-novembre 2024, il y en a eu 3. 3 buts en Liga depuis mi-novembre. Son 2025, tu vois, si on veut parler de stats, son 2025, il est difficile. Après, il a eu 2 petits moments de blessure, mais il a eu 3 matchs de suspension aussi. Accumulation de cartons jaunes, un carton rouge aussi contre Valence, qu'il exclut pendant 2 matchs. Ça a été honnêtement, ça a été une saison, ça a été une mauvaise saison pour Vini, en plus d'avoir été un problème pour le Real Madrid sur sa faiblesse structurelle sans ballon. Si on dit dans la dernière vidéo que Mbappé a été plus partie du problème que de la solution, Vini c'était ça, sans avoir le rendement offensif
de Mbappé non plus. Donc ouais, honnêtement, dans l'absolu, ça reste bon. On a sorti les chiffres, mais pour l'ailier gauche du Real Madrid, c'est une des moins bonnes saisons de l'histoire récente. Et je pense c'est pas pour rien qu'à la fin de la saison, on se pose la question, est-ce que tu vends Vini, oui ou non? Il y en a un de trop avec Mbappé. Le fait de défendre... c'était un des problèmes du Real, bien sûr, le fait de défendre à 8 sur tous les matchs et du coup de se retrouver très souvent en bloc médian bas et une situation où genre peut-être tu peux tirer profit de leur qualité en transition à Vinicius et Mbappé, mais en vrai, comme le Real était assez vulnérable aussi sur sa dernière ligne avec plein de blessures, tous les problèmes se sont accumulés, mais ils ont commencé, je pense, un petit peu en haut. Donc franchement, j'ai du mal à mettre Vinicius dans mon top 5 parce que typiquement, je trouve que sa nomination au Ballon d'Or, pour le coup, ça, c'est du vrai foot politique. Je me souviens quand Camavinga a dit, quand il n'a pas eu le Ballon d'Or, Vinicius, ça, c'est une histoire de football politics, tu restes le meilleur joueur du monde, tout le monde le sait, etc. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, je trouve que le fait qu'il soit dans les 30 cette année, c'est juste parce que France Football a pas voulu définitivement s'attirer la foudre totale du Real Madrid, parce que à aucun moment je mets Vinicius dans les 30 meilleurs joueurs de la saison, les joueurs les plus impactants. À aucun moment je mets Vinicius devant, je sais pas, Bastoni qui a fait une méga saison, Pacho qui a fait une méga saison, qui sont pas nominés au Ballon d'Or, Gravenberch qui a fait une méga saison, qui est pas nominé au Ballon d'Or. C'était un petit peu le prisme et le biais offensif de la sélection du Ballon d'Or, qui a mis genre 24-25 attaquants sur les 30 nominés. Alors que Vinicius, pour moi, il n'y a pas de monde où il est dans les 30 meilleurs joueurs de la saison. Même lui, je pense, avoue à ses proches que c'était pas une bonne saison, la saison qu'il vient de faire. Donc ouais, j'ai du mal à mettre Vini, mais en vrai, je te comprends parce que qui d'autre, tu vois. Il n'y a pas beaucoup, de choix en fait. Moi, le problème que j'ai eu par rapport à cette liste-là, tu vois, pour être totalement transparent, c'est que il y a beaucoup de gars qui sont sur le côté gauche, mais qui malheureusement ne jouent pas assez, en fait. Ou du moins, c'est des mecs qui sont dans des rotations, tu vois. Donc, si tu regardes les clubs un tout petit peu, si je regarde genre par exemple, soit ils sont en rotation, soit c'est pas assez, soit ça n'a pas été assez impactant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux ramener un boy. Genre il y a Gakpo, des boys par exemple. Hein? Genre Gakpo, par exemple, qu'on pourrait considérer, mais qui a été trop souvent sur le banc. Non, pas du tout. Toi, tu l'as mis dans ton top 5? Pas du tout. Moi, Gakpo, c'est mon 4e. Ok. Moi, Gakpo, c'est mon 4e parce que Gakpo, pour moi, il fait une très grosse saison à Liverpool. L'année passée, c'est vraiment la saison pour moi où il s'impose dans cette équipe de Liverpool-là. En plus de cela, Liverpool a des problèmes au niveau des attaquants. Donc, du coup, c'est Darwin Nunez ou Jota qui jouait, paix à son âme. Donc, c'était vraiment, ça se jouait là-bas, en fait. Donc, du coup, pardon, c'était Darwin Nunez, Jota ou Luis Diaz, pardon, excuse-moi. C'était ces trois-là. Et d'autant plus, ça a été encore plus Luis Diaz que les deux autres cités. Donc, dès lors, moi, ça me donne un Cody Gakpo qui, pour moi, même s'il a joué, je pense, 1700, 1800 minutes, ça reste un boy très impactant sur ce côté-là. Pour moi, à gauche, c'est sur la saison passée, pour le champion d'Angleterre, c'est Cody Gakpo. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je le mets en numéro 4. Maintenant, il y en a d'autres que tu aurais pu mettre, mais c'est un peu compliqué, tu vois. Genre, c'est pas des saisons... Je sais pas, tu vas à City, t'as Jérémy Doku. Tu vas à la Juve, t'as Yildiz. Tu vois, en fait, c'est que c'est des boys, ils ont pas encore fait la saison qu'on attend, quoi, tu vois. Donc, ça reste compliqué. Donc, pour moi, dans mon entendement, Vini reste encore au-dessus de tous ces boys-là, tu vois. C'est pour ça que Vini rentre dans le top 5 et que je le mets 5e, mais qu'après, je mets Cody Gakpo parce que Gakpo, je pense, c'est quoi? C'est 13-10 ou 13-9, je pense, en première ligue, un truc comme ça. Il me semble, hein, il faut vérifier. C'est 10 plus 5 en première ligue et 3 buts en Champions. Donc, il est à 13 buts PL plus Champions et 6 assists PL plus Champions. Mais il a aussi 5 buts en League Cup. Donc, ça fait une saison à 18 plus 7, toutes compétitions confondues. C'est ça, pour moi, c'est largement correct. Pour moi, il a fait sa saison. En plus de ça, j'ai des moments très impactants de Cody Gakpo dans ma tête la saison passée. Tu vois, il y a pas mal de matchs où, quand je pousse un peu dans ma réflexion, je me dis, ouais, il a été pertinent. Il y a des matchs où il a aidé Liverpool. Il y a des matchs où il a sauvé Liverpool. Donc, ouais, avec son gabarit, sa puissance, il est grand, il est puissant, mais il est très vif.
C'est un très bon dribbleur, c'est un très bon finisseur, très très belle patte droite quand il frappe et tout. Et il a aussi ce sens du but là, de pouvoir être dans la surface de réparation à des bons moments. Donc voilà, c'est un peu pour cela. Et en plus, je pense qu'il a aussi excédé si je dois parler comme Wilou, il a excédé de ses expected goals. Il me semble que je pense qu'en première ligue, il était à 6 ou à 7 d'expected goals et il finit quand même avec sa dizaine, donc avec 13. Ouais, tu as. Donc c'est la raison pour laquelle moi je mettais Cody Gakpo. Mais oui, à gauche, il y a sérieusement un problème. Est-ce que c'est pas aussi une évolution du football aujourd'hui, tu vois? T'as un football, on le dit à chaque fois, dans chaque vidéo maintenant, on le dit, il a changé ce football-là. Est-ce que ton ailier est devenu aussi l'élément le plus important de ton équipe au courant de ces dernières saisons? Peut-être pas. Peut-être que l'ailier n'est pas l'élément le plus important, d'autant plus qu'aujourd'hui, les ailiers sont faits aussi pour être un peu versatiles. On l'a vu, par exemple, avec certains qu'on va citer sûrement un peu plus tard, qui ont commencé, d'ailleurs, on peut parler d'Ousmane Dembélé, d'ailleurs, tu vois, qui a commencé comme ailier droit, qui de temps en temps peut encore jouer comme ailier droit, dépendamment de comment son coach décide de jouer. Si tu mets un gars en pointe, il peut jouer à droite. Si tu vas en équipe de France et que tu as Mbappé qui est en pointe, il peut jouer à droite. Mais les ailiers deviennent de plus en plus mobiles, tu vois. Donc ils ont tendance à revenir vers l'axe ou à aller un tout petit peu en attaque. D'ailleurs, on va en parler dans la liste des ailiers droits parce que j'en ai un, je suis pas sûr qu'on va être d'accord là-dessus, mais moi je le considère comme un ailier droit. Donc bref, c'est pour dire que c'est compliqué, mais effectivement, c'est vraiment Vini, une vidéo en deux parties. Donc toi, tu mets Vini 5 et Gakpo 4. Du coup, je pense que moi, je vais mettre Gakpo 5 et sortir Vini de mon top 5. J'entends qu'on mette Vini dans le top 5 vu que la position est un peu pauvre, mais pour moi, à la fin, il a été plus partie du problème que partie de la solution, encore une fois. Fair enough. Et pour le Real Madrid fait une mauvaise saison, gagne aucun titre majeur, etc., etc. Comme on a discuté l'autre jour avec Mbappé, j'applique un petit peu la même sanction. Et encore une fois, on est vraiment en train d'évaluer sur 24-25, pas sur le joueur dans l'absolu. Sur le joueur dans l'absolu, Mbappé, ça reste, Vini, ça reste la machine à dribble, la machine à percussion. Je pense qu'il va revenir à un niveau qui est supérieur à la saison dernière. C'était une saison un peu sans, une saison de déception, machin. Bien sûr, j'aimerais bien avoir un Vini dans ma team, mais sur sa saison 24-25, je trouve que ça a été plus un losing player qu'un winning player. Il n'a pas contribué à élever le Real Madrid. En vrai, structurellement, il a plutôt contribué à faire baisser, je trouve, le Real Madrid. Malgré des bonnes stats en Champions, purement statistiquement, si on doit le dire, je crois qu'il a genre peut-être 8-9 buts en Champions. 8 buts, je pense. 8 buts, ouais, c'est ça. Bon, surtout sur la phase de Ligue, comme on a dit, parce qu'une fois la phase d'élimination directe, et son 2025 dans l'absolu est assez léger. Mais du coup, je pense effectivement que je vais mettre Gakpo, parce que moi, en 4, j'ai mis Luis Diaz, qui peut être considéré aussi comme un avant-centre, mais qui a quand même joué plus de matchs en tant qu'ailier gauche à Liverpool. Donc en Première Ligue, sur les 36 matchs de Luis Diaz, il y en a 20 en tant qu'ailier gauche, 14 en tant qu'avant-centre, 1 en tant qu'ailier droit, 1 en tant que milieu gauche. Et en Champions, sur les matchs de Champions de Luis Diaz, 9 matchs de Champions, 8 en tant qu'ailier gauche, 1 seul en tant qu'avant-centre. Typiquement, sur la phase d'animation directe contre le Paris Saint-Germain, à chaque fois, il est positionné, Luis Diaz, en tant qu'ailier gauche, et c'est Jota qui est l'avant-centre. Donc, pour moi, il est vraiment à considérer comme un ailier gauche. D'ailleurs, il signe au Bayern pour jouer comme un ailier gauche, pour faire ce quatuor avec Olise, Kane et Musiala quand il sera de retour de blessure. Et ouais, pour moi, Luis Diaz a fait une très très bonne saison. C'est pas pour rien que derrière, il prend ce gros transfert pour le Bayern. Liverpool gagne le titre. Il termine avec des stats, c'est 16 buts, 8 passes D quand tu regardes PL et Ligue des Champions confondus, donc dans les grandes compétitions. C'est des stats genre correctes, honorables, bonnes pour un attaquant de Liverpool. Il a un vrai sens du but, c'est un vrai joueur de surface, de petit périmètre. Je trouve tout ça, on l'a vu. Et on l'a vu dans ce profil qui, effectivement, peut être avant-centre, peut être joueur axial. C'est qu'il a beaucoup de flair dans la zone de vérité. Mais il peut aussi être le mec qui étire la dernière ligne avec des appels dans la profondeur. Il a cette explosivité-là. Il peut tenir la distance sur 30 mètres de course profonde. C'est pas un faux neuf joueur que d'appui, de déviation, de décrochage, etc. Il aime beaucoup ses appels profonds.
Donc il est pertinent là-dedans, il est pertinent à la pression, c'est un chien. Je me souviens quand j'étais allé voir Liverpool City à Anfield, c'était le joueur que tout le monde kiffait le plus dans les travées. Moi je trouvais qu'il faisait un match cool, ok, mais sur chaque pression de Luis Diaz, les mecs dans le COP étaient à donf, ils surkiffaient Luis Diaz. Donc il y avait vraiment un truc autour de ça. Et ouais, je pense la bonne mentalité. En fait, je sais pas, quelle équipe du monde aimerait pas avoir un Luis Diaz chien hargneux comme ça dans son équipe. Typiquement, je pense que Vinicius est fondamentalement un joueur offensif beaucoup plus impactant que Luis Diaz. Mais la saison dernière, si tu échanges Luis Diaz et Vinicius, je pense qu'il vaut mieux avoir Luis Diaz dans ton équipe pour équilibrer un petit peu plus ta production d'ensemble. Je pense que tout le monde a besoin d'un Luis Diaz dans cette équipe-là. Et pourtant, je dirais pas qu'il est top 5 des joueurs les plus importants de Liverpool, ce qui montre un petit peu la difficulté de cette vidéo-là, de ce top 5 des ailiers gauches, parce que le mec que moi je mets 4ème est peut-être même pas top 5 de son équipe. Je pense que je mettrais la saison dernière, bien sûr, Salah, Van Dijk et Gravenberch, qui a disputé les 38 matchs, qui était le troisième joueur le plus utilisé par slot. Tu ajoutes Alisson et peut-être McAllister. Ça, c'est peut-être le top 5 un peu de Liverpool. Luis Diaz, c'est peut-être juste légèrement en dessous. Mais si on doit regarder sa saison 24-25, il a fait une très très bonne campagne de qualif Coupe du Monde avec la Colombie. La Colombie a fait un très bon parcours et lui a mis 5 buts sur cette campagne Coupe du Monde en 2024-2025. Je crois 7 au total, mais 5 vraiment sur la saison dernière. Pour envoyer la Colombie à la Coupe du Monde, il a été leur MVP. Il a marqué des buts clés, je pense, dans un match nul contre l'Argentine, un partout. Ça a été vraiment Monsieur Colombie aussi. Et donc, quand tu as été un artisan important du titre de Première Ligue de Liverpool, qui, on rappelle, a quand même seulement 2 titres de Première Ligue ère moderne dans ton histoire, être là pour ce sacre, c'est majeur. Participer à la qualification de la Colombie à la Coupe du Monde, c'est majeur. Ça mérite un top 5. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, je vais être très, très honnête et très transparent. Je t'avais dit, j'avais un seul nom dans la liste complémentaire. Et ce nom-là, c'était Luis Diaz. J'avais écrit à côté, entre neuf et ailier. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, là, maintenant, avec tes chiffres, tu m'as éclairé un peu plus. Et j'ai envie de faire une Willou et de me dire que ouais, à la 4e place, moi, je peux faire un Luis Gakpo, tu vois, ouais. ou un Gakpo, ou un Cody Diaz. On peut faire un Cody Diaz. Cody Diaz, c'est assez stylé. Voilà. Franchement, Cody Diaz, ça claque pas mal comme prénom. Le nom, il a du flow. Ouais, Franchement, le nom, il a du flow. Cody Diaz, je pense qu'on peut faire ça parce qu'effectivement, comme je te disais tout à l'heure, moi, je m'étais placé un peu dans une optique, même en réfléchissant, j'étais comme Luis Diaz. On aurait pu le mettre même dans la vidéo des numéro 9, tu vois. Parce que la saison passée, moi, j'ai voilà les souvenirs où Luis Diaz en position de numéro 9, où ça jouait Cody Gakpo, Szoboszlai, Mohamed Salah, Luis Diaz. Tu vois. Donc ça, c'est une image que moi, j'ai en tête. C'est pour cela que j'étais pas trop sûr, en fait, à savoir est-ce que Luis Diaz et tout. Mais là, tu m'as convaincu en me disant qu'il a joué 20 matchs en tant qu'ailier, 14 en tant que numéro 9. Donc, il a été utilisé un tout petit peu plus en tant que... Et 8 sur 9 en Champions en tant qu'ailier. Voilà. Donc, franchement, basé juste sur ça, je te l'accorde complètement. Je suis 100% d'accord avec tout ton argumentaire. Donc, je me réajuste un tout petit peu. On va faire rentrer Luis Diaz à la 4e place à côté de Cody Gakpo parce que les deux ensemble, finalement, c'est eux qui ont géré ce côté gauche de Liverpool là. Et ouais, ça fait du sens. Ça me va parfaitement. Allez, ça roule. Et bah, très bien. Du coup, on monte sur le podium. Et le podium. en vrai de vrai, je pense le podium, je pense il est clair 3-2-1. Je pense on a le même. Je suis pas convaincu. Hein, t'es pas convaincu. Pour moi, est-ce que t'as mis Anthony Gordon? Non, j'ai pas mis Gordon. Ok, non mais je te vanne parce que la dernière fois je pensais qu'on avait le même truc et tu m'as lâché Isak en numéro 2, donc ça m'a déstabilisé. Non, le 3, j'ai mis Bradley Barcola. Ah ouais, c'est bon, on est d'accord. Okay, on est tout à fait d'accord sur mon boy. En fait, petit Cola. Mine de rien, Bambi, il a joué les 17 matchs de Champions. Il les a tous joués. Certains en tant que titulaire, certains en tant que remplaçant, mais il les a tous joués. Et il finit 2e meilleur buteur du PSG dans une campagne historique du Paris Saint-Germain. Il n'y a que Dembélé qui a marqué plus de buts que lui. Les stats, elles sont pas mal pour Barcola. C'est quand même 21 buts et 21 passes D, toutes compétitions confondues. Donc 42 contributions décisives dans une saison où ton équipe gagne la Champions. Pas mal. Il a des moments clés aussi. Typiquement, le match contre City où le Paris Saint-Germain, la saison du PSG bascule. Il marque le but de l'égalisation.
sur un geste un peu de surface, pas un très très beau but, mais un but ô combien important. Je me souviens, il était tellement important ce but pour égaliser à 2 partout. Et je pense qu'au-delà de la pression, une des clés du Paris Saint-Germain la saison dernière, dont on a un peu moins parlé que la pression normale, mais qui était quand même très très importante, c'était la qualité sur attaque rapide, sur jeu vertical, dans les grands espaces. En vrai, la plupart, ou en tout cas beaucoup des grosses occasions du Paris Saint-Germain sont venues pas de jeu positionnel, bloc bas, ou même d'attaque gegenpressing suite à une récupération haute, de la pression ou quoi. Non, c'est beaucoup d'actions avec de la projection dans le dos d'une ligne qui était avancée, ou à la récupération sur un corner. Et en Champions, on l'a beaucoup vu. On l'a vu contre Villa, on l'a vu contre Arsenal. Beaucoup de ces occasions-là sont venues de, notamment, Bradley Barcola, tranchant dans la profondeur, le style qu'on lui connaît. Et je pense que la saison dernière, il y avait vraiment 4 attaquants élites à Paris. Et ça, c'est majeur dans leur sacre continental. Les 4 étaient très bons et Barcola était un des 4. En plus, il est flexible positionnellement. Il peut jouer aussi à droite. Et certains matchs où il a démarré avant-centre, quand par exemple Dembélé était suspendu ou absent, je pense le retour contre Arsenal. Ouais, je pense que c'était Kfara, Doué, Dembélé. Il y a eu quelques matchs où c'était ça la config. Et après, le Paris Saint-Germain d'ensemble est très très fluide positionnellement, donc ça bouge beaucoup, etc. Mais justement, j'ai trouvé pertinent dans plusieurs zones du terrain. Je ne sais pas si je l'aurais mis dans mes 30 du Ballon d'Or personnellement, parce que comme je t'ai dit, j'aurais retiré pas mal de joueurs offensifs pour équilibrer un petit peu plus le 11, pour mettre les Bastoni, Pacho, peut-être Marquinhos, Gravenberch pour sûr, etc. Mais dans les 30 actuels du Ballon d'Or, pour moi, il mérite sa place. Par exemple, plus qu'un Vigny. Clairement, j'enlève Vigny, je mets Barcola, je trouve ça totalement logique. Et toi aussi. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Moi, c'est un boy que j'apprécie beaucoup parce que il a beaucoup de spontanéité. Tu vois, moi, par exemple, plusieurs fois, je regarde Barcola jouer et des fois, je me dis, dans cette liste-là, j'ai beaucoup réfléchi. Tu vois, j'ai beaucoup réfléchi. À la 3e place, normalement, dans un monde normal où moi, j'ai un ailier normal, il doit faire partie du top 5. Mais comme moi, j'ai un tocard, j'ai un nulard, il s'appelle Martinelli. On peut pas compter sur lui. Ça devient très compliqué. Donc, automatiquement, quand Martinelli, c'est ta base, quand c'est lui que tu espères qu'il va te faire gagner des points et qu'il ne le fait pas et que tu regardes tous les autres qui sont à côté, tu vois leur performance, tu vois qu'il y a un monde il y a un monde d'écart entre les deux. Barcola est dangereux, Barcola est un très bon dribbleur, Barcola est surtout un très bon finisseur. Son seul problème de temps en temps, c'est que j'ai l'impression, par exemple, en fin de saison, lors de la Coupe du Monde des clubs et tout, il a beaucoup croqué, tu vois. Il y a des occasions où normalement, je sais plus c'est quel match où il rentre, où il doit claquer au moins 2 buts, et ça s'est arrivé très très souvent, tu vois. Ouais. Alors qu'en début de saison passée, je me rappelle très bien, à un moment donné, à la moitié de la saison, Barcola il s'est un tout petit peu éteint. Donc les gens, ils avaient commencé à douter un peu, ça commençait à critiquer, alors qu'il commençait très très bien sa saison. Je pense que rapidement, il t'a claqué 7, 8 buts, 9 buts. Barcola a commencé plus vite que Ousmane Dembélé. Il a fini plus lentement que Ousmane Dembélé, tu vois. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de mettre un petit bémol à son actif. Après, il est encore jeune, tu vois, la marge de progression, elle est énorme. Il a un très bon coach qui sait aussi gérer, j'ai envie de dire, le physique des joueurs. Donc, les mecs, physiquement, ils sont souvent frais. Ils vont pas, tu sais, il sait quand faire les changements. C'est pas un Barcola qui est utilisé à outrance et puis tout. Donc, ouais, et en plus de ça, le deuxième, pour moi, en tout cas, c'est celui qui est arrivé en janvier et qui a commencé à flamber là-bas aussi. Absolument. Donc, ça t'amène automatiquement, c'est ce que je dis, en fait, ça m'amène automatiquement avec un Luis Enrique qui sait comment gérer son effectif, qui a les postes qui sont doublés et les deux, à cause de la concurrence, deviennent automatiquement pertinents. Donc, ouais. Luis Enrique qui sait bien gérer un effectif que l'autre Luis a bien construit aussi, parce que effectivement, cette acquisition de Kfara à la 2e place de notre top 5 tous les deux, c'est un des meilleurs moves mercato hivernal de l'histoire. Tout à fait. Incroyable cette acquisition de Kfara, comment elle aide le Paris Saint-Germain à court terme, remporter la Champions. Je suis pas sûr que Paris gagne la Champions sans Kfara, tellement il a été énorme sur toute la phase d'élimination directe. Dès qu'il a rejoint Paris, tout de suite, hit the ground running. Il a été décisif contre Aston Villa, il a été énorme contre Liverpool, Arsenal, Liverpool, etc. Je vais en reparler. Mais en plus de ça,
il a que 24 ans. Donc c'est vraiment un move où tu joues sur les 2 timelines. Il t'aide à court terme sur les 6 mois à gagner la Champions. Et Paris a, pour les 4 prochaines années, un des meilleurs ailiers gauche de la planète qui est tellement fort sur toutes les phases du jeu. C'était vraiment un top move mercato hivernal. Mais c'est intéressant que tu parles du début de saison de Barcola, Dembélé, parce qu'en vrai, début de saison, quand on se souvient, c'est vrai que Paris avait en fait que vraiment, entre guillemets, 2 attaquants, et ils finissent avec 4, parce qu'il y a aussi l'émergence de Désiré Doué, que personne voyait grimper les échelons aussi haut, et on en parlera dans ta vidéo, mais Doué, avant, je pense, novembre, il avait genre 4 titularisations en Ligue 1, ou un truc comme ça, genre il avait été peu utilisé, et derrière, il passe de 2 à 4, et ça c'est pour ça aussi qu'on a un peu moins vu Barcola. Aujourd'hui, on dirait que Barcola, c'est le 4e des 4. C'est pour ça qu'il est qu'à la 3e place de notre classement. Mais pour parler un petit peu de Kfara, pour moi, quand il arrive, il montre tout de suite qu'il était un peu la pièce manquante de ce Paris Saint-Germain-là. Il les aide sur tellement de choses. Il y a bien sûr sa méga performance contre Aston Villa, mais j'ai revu tout à l'heure beaucoup d'actions de la demi-finale contre vous. Je pense, en vrai, il est un des top 3 joueurs de cette demi-finale. Déjà, il est passeur décisif pour Dembélé à l'Emirates, le seul but de ce match-là. Et la demi-finale retour au Parc, le 1-0 de Fabien Ruiz, après que Paris ait été dominé pendant une bonne première demi-heure. Ce 1-0, il vient d'un coup franc que Kfara est allé gagner en allant presser Declan Rice. Sur une sortie, il agresse Rice. C'est vrai. Je me rappelle. C'est lui qui gagne ce coup franc. Et dans une action typique Kfara, où il inverse des situations, et son activité sans ballon, elle a été énorme. Il y a la pression, mais il y a toutes les courses de repli qu'on l'a vu faire, notamment sur Saka, dans ce match-là. Je me souviens, il y en a 2 début de deuxième mi-temps, où il vient aider Mendes. Les courses de 50 mètres là pour couvrir Saka, elles étaient énormes. Celle qui a fait le buzz, bien sûr, celle sur Dumfries en finale de Champions, quand Paris est en train de gagner 4-0, et que pareil, il tape 50 mètres de repli sur Dumfries en plus, genre, qui est un sacré client, qui le dépossède, qui garde le contrôle du ballon. C'était un truc de malade. Et même le 2-0 d'Hakimi au Parc des Princes contre vous, ça vient d'un rush de 40 mètres de Kfara à la base, où il bat Odegaard, il fait progresser tout le bloc du Paris Saint-Germain, et après il y a un petit cafouillage dans la surface, mais il est pré-passeur décisif sur cette action d'Hakimi aussi, donc il est énorme en demi-finale, il est buteur en finale, il a montré qu'il avait les 2 pieds, il a totalement buy-in dans le projet de Luis Enrique. Direct, il est arrivé, ok, je vais être cet attaquant de pression, de repli, d'aide, pas ménager mes efforts. Et ouais, je pense que le fait que le Paris Saint-Germain joue sur la double timeline avec lui, ça montre aussi à quel point, pour moi, le Bayern a raté une vraie grosse opportunité. Ça faisait longtemps que je disais, franchement, le Bayern, ils doivent aller sur Kfara. C'est tellement la bonne... Il leur manque juste l'ailier gauche. Et pour 70 millions, tu peux avoir le mec là maintenant qui t'aide, et en plus qui a que 24 ans. Finalement, le Bayern met les 70 millions, mais ils les mettent cet été, un peu trop tard, par rapport à la saison dernière où ils auraient eu besoin de plus de renforts offensifs pour aller plus loin en Champions. Un peu trop tard. Et sur Luis Diaz, qui va avoir 29 ans cette saison, que Luis Diaz, je kiffe, mais même Kfara, on dit que c'est au-dessus de Luis Diaz, et il a 4 ans de moins que Luis Diaz. Donc je pense qu'ils ont raté une opportunité, et Kfara, ce joueur, c'est un joueur 15 buts, 15 passes D par saison, qui est ambidextre, qui est un chien, qui a une bonne mentalité. La seule raison pour laquelle il n'est pas numéro 1 d'ailleurs de notre classement, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui bien sûr va prendre la première place, mais sinon il aurait totalement pu l'être. Il a fait une énorme saison. Non, je suis tout à fait d'accord. Franchement, Vara, tu vois, moi déjà le Bayern, ils ont foiré. Déjà le Bayern, franchement, ils ont foiré. Parce que je sais pas comment tu repars sur la saison avec Leroy Sané, Gnabry et puis Kingsley Coman, et puis toi tu es serein, quoi, sincèrement, en sachant l'historique et le pédigré des dernières années de Leroy Sané, de Gnabry et de Kingsley Coman. C'est-à-dire que les boys là, ils te donnent, c'est des boys qui sont, c'est des intermittents du spectacle. Ils te donnent un bon match, 4 matchs à l'infirmerie, 3 mauvais matchs, en fait. Ça, c'est la réalité de ces enfants-là. Qu'on le veuille ou non. C'est des boys que j'aime bien, en plus. Surtout Kingsley Coman. C'est un boy que je trouve très, très pertinent. Serge Gnabry, il a eu sa pertinence il y a quelques années quand il va taper les Tottenham, tout ça, il claque des buts et puis tout. Mais, si tu regardes bien la finalité, et puis l'âge aussi. Puis l'âge, Gnabry, la dernière fois, je regardais, j'ai vu, il a 30 ans. Quand on faisait cette vidéo, j'ai vu Gnabry, il a 30 ans. J'ai dit, j'avais oublié, lui, c'est un tonton.
Gnabry, il jouait à Arsenal au temps des... Comment il s'appelle là? Le costaricien là. Joël Campbell. C'est Campbell, oui. non? Je sais pas si tu te rappelles de lui. Ouais, Joël Campbell, c'est le costaricien. Ouais, bien sûr, je me souviens. C'était dans ce temps-là qu'on parlait des Serge Gnabry à Arsenal, en fait. C'est que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, Gnabry, tu vois. Est-ce qu'il a joué avec Podolski, Gnabry? Gnabry, il a joué avec Lucas Podolski, je suis convaincu. Voilà. Gnabry a joué avec les Santi Cazorla. Gnabry, il a même joué avec Thomas Rosiski, je suis convaincu. Avec Freddy Ljungberg, avec Sol Campbell, avec David Seaman. Il jouait avec les Lee Dixon, tout ça. Gnabry, c'est un tonton. Et 30 ans aujourd'hui, mais regarde la carrière de Serge Gnabry. Franchement, c'est un peu décevant quand même à la fin si tu regardes, tu dis par rapport au potentiel et ce qu'il a réussi à accomplir. C'est bien les Bundesliga, il n'y a pas de problème, tu es dans un championnat. Anyway, sur les 10 dernières années avant Leverkusen, c'est toi qui avais gagné le championnat 10 fois. Même Ulreich, il a là-bas 10 championnats d'affilée. Donc, franchement, je regarde ce Bayern-là et je me dis, ils ont foiré. Ce coup-là, ils ont foiré parce que Vara, c'était le genre de joueur qu'il fallait aller chercher. Vara, c'est, excuse-moi, Vara, c'est la spontanéité. Vara, c'est la spontanéité. Moi, c'est comme ça que je décris Vara. C'est un boy, quand il a le ballon, tu ne sais pas ce qu'il va faire. De temps en temps, tu as même l'impression, avec la spontanéité, tu peux même paraître un peu brouillon, tu vois, dans ton football. C'est-à-dire que ça peut être des frappes. Vara peut tenter 3 occasions. Il y en a 2 qui vont aller à oulala. Il aime bien frapper. Je crois que c'était l'année dernière le joueur en Europe avec le plus de frappes par 90 minutes. Il aime beaucoup déclencher. Il aime trop frapper, en fait. Donc, il rentre dans la surface, il frappe. Mais la même frappe, elle peut aller porte la chapelle, comme elle peut aller juste sous la chapelle. Juste sous la lucarne, tu vois. Pas la porte, juste sous la lucarne, tu vois. Et ça, c'est Kvaratskhelia. Donc, c'est pour ça que je parle de spontanéité dans sa manière d'être. En plus d'être jeune, moi, c'est-à-dire que moi, Vara, au-delà au Napoli, d'avoir été super pertinent, d'avoir gagné un Scudetto, d'avoir été au top avec Osimhen et puis tout cela, j'ai aussi été bluffé par un Vara et c'est là où j'ai vu son intensité un tout petit peu, comment il est capable de fournir des efforts d'une manière extraordinaire. C'était à l'Euro avec la Géorgie. Je pense que c'était Vara, Miko en attaque. Absolument, il passait, dans un 3-5-2. ça jouait. C'est Willy Sagnol, il savait très bien. Il avait blindé derrière. Il avait laissé les deux seuls boys pertinents qu'il avait. Il les a mis devant. Il a dit, vas-y, courez, pressez. Et il y a que ça qu'il faisait. Et en plus de cela, vu que l'équipe, elle jouait plutôt bas, Vara, il devait se taper des courses de 40-50 mètres à chaque fois. C'est pas le ballon, il vient te chercher. C'est toi, tu dois aller chercher le ballon. Et c'est toi qui dois remonter le ballon. Et ça, c'est une subtilité un tout petit peu qui est oubliée aujourd'hui dans le football. C'est qu'il y a des joueurs qui savent pas se faire violence. Il y a des joueurs qui savent pas se faire mal. Il y a des joueurs qui sont sur un terrain de football. On sait qu'ils sont talentueux, ils sont très forts, mais ils attendent le ballon. Et là, ils vont faire la différence. Vara est capable de faire les deux. Et dans ce football de Luis Enrique là, toi-même tu l'as dit, l'image la plus marquante pour moi de Vara la saison passée, c'est même pas une image offensive, c'est en finale. 4-0. Normalement, t'es déjà tranquille. Normalement, tu penses déjà à la célébration, tu penses déjà au message que tu vas envoyer, tu penses déjà à pas mal de choses. Non, lui, il pense à Denzel Dumfries qui doit pas faire un débordement sur le côté droit. C'est-à-dire que le Géorgien là, dans sa tête, tu sens qu'il a vécu des affaires que les autres n'ont pas vécues. Tu sens qu'il a galéré d'une manière que les autres n'ont pas galéré. Et ça, c'est important aussi. Tu vois, des fois, ça fait partie de ces petits trucs-là. Moi, j'aime bien savoir c'est quoi le background du joueur. J'aime bien savoir des fois, tu vois, d'où est-ce que tu viens, comment est-ce que tu es arrivé professionnel, c'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé, est-ce qu'on a cru en toi ou on n'a pas cru en toi, tu vois. C'est tant de choses qui forgent ton caractère. Et Vara, c'est un joueur caractériel, c'est un joueur, c'est un joueur qui a du leadership dans sa manière d'être sur le terrain. Pas besoin d'avoir le brassard de capitaine pour lui, pour être pertinent, pour mener ses coéquipiers et aussi pour les inspirer. Parce que quand tu as un Vara qui presse, ben tu as un Dembélé qui presse aussi. Normalement, tous les autres derrière, ils savent qu'ils doivent presser. Donc ouais, moi, Vara, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et c'est cool aussi parce que plus le temps est passé et plus on réussit à dire son nom. C'est Kvaratskhelia. Ça marche. Ouais, c'est ouf de se dire qu'il y a 3 ans, le mec, il était au Rubin Kazan, championnat russe. Avant ça, en Géorgie, mais il avait vécu c'était difficile. Il fallait jouer en Russie, etc. Et oui, je me souviens quand on avait fait la vidéo quand il signe à Naples, j'avais pas fait une vidéo entière sur Kvara, mais je faisais un peu la vidéo des recrues de Serie A, tu vois, passer en revue tous les clubs, les recrues qu'ils ont fait, machin. Et je me souviens d'avoir été
d'avoir été sur la chaîne du Napoli pour regarder les résumés de matchs de pré-saison parce que Kvara avait déjà marqué un but, donné une passe décisive et le commentateur napolitain du coup l'appelait juste Kvara et je me disais ah cool, ça va être plus simple pour nous. Il a tout de suite donné la ligne de conduite. On va pas trop se casser la tête. Mais ouais, incroyable saison de Kvara et incroyable. Et tu sais, joueur. Willou, tu sais, ce qui est intéressant, c'est de te dire aussi que sur sa saison au Paris Saint-Germain, sa demi-saison, je pense que c'est 7 buts, 5 passes D, toutes compétitions confondues, mais chacun de ces buts est pertinent. En fait, il me semble que genre pour la demi-saison qu'il fait, et ça aussi, ça montre à quel point aujourd'hui, tu sais, le football, c'est pas que les chiffres. Et ça, je pense que nous tous, on est d'accord. Le football, c'est aussi les émotions, c'est ce que tu transmets. Et les supporters du Paris Saint-Germain avaient besoin de ce genre de profil-là. Et je te crois quand tu dis que peut-être que sans Vara, ils n'arrivent pas au bout de la Ligue des Champions. Nous, on ne sait pas ce qui se dit dans le vestiaire. On connaît pas les différentes personnalités dans le vestiaire, mais je sais que Vara, il a de la personnalité, tu vois. Et ça, c'est vachement utile. Donc, avoir réussi à s'intégrer aussi rapidement dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, où il y a que des stars, dans une équipe qui a un coach aussi compliqué que Luis Enrique, même si j'imagine que Luis Enrique le voulait, c'est pour cela qu'il a signé au mois de janvier, prendre le risque de laisser ton Napoli, qui a fini champion, quand même. C'est-à-dire que tu prends un risque quand même, parce que être champion de Ligue 1 pour Vara, on s'en fout. Dans tous les cas, frérot, nous-mêmes, si on nous met tout de suite là, je dis, dans cette équipe-là, on est champion de Ligue 1, les Ibrahim Baye, les machins, comment ils s'appellent là, j'ai oublié c'est qui l'autre boy là, qui rentre? Mayoulou, voilà, tous ces boys-là, ils sont tous champions de France, tu vois. Donc, c'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc, c'est mentalement de décider de changer de pays, de changer de culture, d'arriver à Paris, là où il y a tapis rouge, là où il y a toutes les lumières qui sont sur toi, là où la presse ne te pardonne absolument rien, et de réussir à performer automatiquement et d'aller chercher ce titre-là. La pression à Naples, elle est pas mal aussi. Hein. La pression à Naples, elle est pas mal. Et le salaire, il était mieux au Paris Saint-Germain. Je crois que ça jouait beaucoup. Et De Laurentiis a aussi perdu Kvara parce qu'il était encore sur son salaire de quand il venait de signer, quand il était un mec qui venait d'arriver du Rubin Kazan. Donc, je crois qu'il était à, je sais pas, genre 2 millions annuels ou un truc comme ça. Franchement, c'est que Laurentiis, il est trop pingre avec sa grosse tête là. Et puis en plus, Naples sortait d'une saison où, après leur saison champion, ils ont fait 8e, je crois, de Serie A, un truc comme ça. Donc, c'était une saison difficile. C'est pour ça que ils n'étaient pas en Champions. J'ai trop aimé comment lui et puis Antonio Conte là, le jour de la célébration quand ils ont gagné le titre là, fallait les voir en fait, tu vois. Tu sentais qu'ils voulaient forcer la photo avec Antonio Conte, mais Antonio Conte n'avait pas l'air trop chaud, tu vois. Je sais pas c'est quoi le relationnel entre les deux, mais ouais, ça c'est un président assez compliqué, tu vois. Un président qui apprendrait à, je sais que c'est un grand passionné, mais s'il pouvait, tu sais, des fois, fais comme Lévy. T'as vu Daniel Lévy, on l'entend plus, Tottenham va mieux. Depuis que je l'entends plus, j'entends plus Daniel Lévy, je vois plus Daniel Lévy. Daniel Lévy, littéralement, il s'est fait virer, hein. Il est plus président. Ah bon? Ah ben, c'est pour cela! Il y a quelques jours, là. Il y a quand? Il y a genre 5 jours, un truc comme ça. Ah, mais tu vois, déjà, il s'était effacé la saison passée. Moi, je le voyais moins, je l'entendais moins avec son crâne rasé, là. Il est là tout le temps à traumatiser les gens. Daniel Lévy s'est disputé avec tout le monde. S'est disputé avec Antonio Conte, s'est disputé avec Mourinho, s'est disputé avec Nuno Espirito Santo. Lui, n'importe quel coach qui est venu, il l'a pas laissé travailler. Pour une fois, il s'était un tout petit peu effacé. J'imagine peut-être c'était à cause d'une certaine pression du board, vu qu'à la fin, il a sauté, d'après ce que tu me dis. Je pense que De Laurentiis aussi, il pourrait, de temps en temps, c'est bien. Mais bon, après, en Italie, c'est différent. En Italie, quand t'es président. L'Italie, c'est vraiment... De Laurentiis à Naples, je pense que son influence va très très loin. Je sais pas si c'est un mec... Tu veux pas trop te fâcher avec lui, sinon il va te faire une offre que tu peux pas refuser. Non, je te dis, il doit être plus puissant que le gouverneur, que le maire, que tous les gars. Ouais, en tout cas, ça c'était la saison de Kvara qui finit numéro 2 de notre top 5, évidemment, parce que le numéro 1, c'est le MIP. C'est la grande surprise. L'autre jour, tu parlais de... si on t'avait dit début de saison que Dembélé ferait une saison calibre Ballon d'Or, qui l'aurait cru? Bah alors, si on m'avait dit que Rafinha ferait une saison calibre Ballon d'Or, un ailier gauche sur le papier qui finit à la fois avec des stats de numéro 9, mais aussi de numéro 10. Le mec, il a fait une saison à 34 buts, 25 passes décisives, 13 plus 9 en Champions, un triplé contre le Bayern en octobre, 5 buts contre le Real Madrid dans la même saison. Pendant longtemps, au Barça, c'était lui le favori du Ballon d'Or. C'était pas Lamine Yamal. Pendant longtemps, le frontrunner, celui que toute la fanbase du Barça élevait,
c'était Rafinha. C'était Rafinha, ouais. Cet homme. Et ouais, cette saison, je pense, sous Flick, c'était un match parfait. Et d'ailleurs, genre, ce que Flick a réussi à... j'ai parlé il y a pas longtemps de certaines des réinventions tactiques de la saison, les Dembélé en faux neuf, les Gravenberch en 6, etc. Mais ce que Flick a fait de Rafinha, c'est de l'alchimie. Le mec a littéralement transformé du plomb, enfin pas littéralement, mais en tout cas, il a figurativement transformé du plomb en or, parce qu'a priori, Rafinha est fait de chair et de sang, comme nous tous. Mais il en a fait quelque chose d'incroyable, parce que toute la fanbase du Barça le voulait dehors. C'était le mec à sortir, il fallait prendre Nico Williams, et à la fin, il fait une saison où il est effectivement discussion ballon d'or. Je pense que parmi tout ce qu'a montré Rafinha cette saison, un truc qu'on a vu, c'est son super pouvoir, c'est la première touche dans la profondeur. Alors ça, je pense que cette saison, même s'il était ailier gauche sur le papier, on l'a vu évidemment dans ce rôle de joueur de profondeur axiale, etc. Mais je vais même aller plus loin. Je pense que Rafinha, cette saison, c'était le meilleur avant-centre de profondeur du monde. C'était le meilleur attaquant dans le dos de la dernière ligne du monde. Plus qu'Haaland, plus que Mbappé. En vrai, c'était Rafinha. Parce que Rafinha lancé dans le dos, c'était létal. Et sa première touche, que ce soit première touche de la poitrine pour emmener un ballon long dans le dos de la ligne, ça peut être par exemple contre le Bayern, quand il marque son triplé, il y en a un. Il a assassiné le ballon, lui. Il a dit reste ici. Entre Upamecano et Kim, il est à 40 mètres du but. C'est une passe, elle est pas latérale, mais elle est pas genre totalement verticale non plus. Et il se l'amène comme ça, genre d'un contrôle de la poitrine magnifique. Et après, il termine avec sa frappe pied gauche croisée basse qui bat Neuer, incroyable. Mais pareil, je me souviens, un des premiers matchs de la saison, contre Valladolid, quand le Barça gagne 7-0. Pareil, il se l'amène dans la profondeur avec la poitrine, finit avec un petit extérieur du pied gauche qui bat le gardien magnifique. Souvent, il s'est amené des buts, que ce soit un petit ballon par-dessus de Pedri, que ce soit une passe extérieure du pied de Yamal, oblique, de la droite vers la gauche, et t'avais Rafinha qui faisait la première touche parfaite. Ça pouvait être de la tête parfois, ça pouvait être du genou, ça pouvait être de toutes les surfaces du corps, mais la première touche, elle était magnifique. Et la deuxième touche derrière, parce que souvent c'était la deuxième touche, la conclusion, elle était pas mal non plus. Ça a vraiment été un avant-centre de dos de la ligne incroyable. Et c'était même un joueur qui était tellement un joueur de profondeur que tu te souviens, le but contre Benfica, au début on le voit même pas dans notre écran. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Incroyable action. Hein. Non, mais ça que j'allais dire, moi, c'est ce but-là qui m'a le plus... Parce que ce but-là montre encore une fois aussi, au-delà d'avoir été très prolifique en termes de buts, de passes décisives, d'en avoir marqué dans des matchs importants, comme tu as dit, le Bayern et tout, ce but face au Benfica montre aussi j'ai envie de dire, la résilience de Rafinha. Parce que c'est un match compliqué quand même pour le Barça, c'est un match un peu bordélique, tu vois, genre 4-4, etc. et tout. Et tu sens réellement le gars qui ne settle pas down, en fait, ça ne lui suffit pas. Parce que aller chercher cette occasion-là, à ce moment-là, la course qu'il fait, le sang-froid qu'il a, on est en toute fin de rencontre, là. On est dans le temps additionnel, il me semble. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la lucidité que ça prend pour claquer cette frappe croisé pied droit, je pense que c'était ça, hein, parce qu'il accélère, c'est-à-dire qu'il part de je ne sais pas croisé où. Pied gauche. Pied gauche, hein, c'est pied gauche, mais il part du côté droit. Ouais, il part du côté droit. Voilà, il part du côté droit. La frappe qu'il nous met, elle est tout simplement incroyable. En bout de course, au bout de ce match-là, où les gars... C'est la dernière action, je crois. Hein. C'est la dernière minute du temps additionnel. Je te dis, ils ont tout donné. C'est-à-dire que normalement, un gars... Normalement, tu es fatigué. Normalement, peut-être t'as un claquage. Peut-être que, genre, ton organisme ne doit pas survivre, en fait. Mais lui, son organisme, il a suivi. Et c'est ce même fighting-là, c'est ce même cardio-là qu'il a eu au courant de toute la saison. Rafinha a été pertinent du premier match au dernier match de la saison. Pour un joueur qui, encore une fois, il y a un an, le mercato s'est terminé. Il y a un an, les fans du Barça étaient assis, ils étaient déçus. C'était comme, mais Rafinha, il aurait pu partir pour 50 millions. Rafinha, il y avait Al Hilal, il y avait je ne sais pas combien de clubs saoudiens qui étaient intéressés par Rafinha. J'ai vu des tweets ici, les gars ont dit Rafinha, mettez-le dans un avion, c'est nous-mêmes, on va le déposer, on récupère
récupère le chèque. Ils avaient des problèmes. Rafinha pouvait régler les problèmes d'inscription de Dani Olmo, de machin et de plein de choses comme ça. C'est-à-dire que il y a plein de facteurs qui faisaient que Rafinha n'était pas censé être normalement un joueur important dans cette équipe du Barça là. Et pourtant, lui-même, il l'a dit, il a discuté avec Hansi Flick et Hansi Flick a cru en lui et lui a dit que c'est possible. T'as raison, c'est un alchimiste, c'est Heisenberg. Hansi Flick, il a fait des, Hansi Flick, il a fait des bails la saison passée. La saison passée, moi, j'étais là, début de saison, quand j'ai dit que le Barça, ils ont ramené un nouveau style, c'est le Gegen-Taka. Tu comprends pas, des tiki-taka, des Gegen-pressing, une ligne haute sur le terrain. C'est-à-dire que il y a eu tellement de changements dans ce Barça de Flick-là en une fois. C'est pour ça que j'ai hâte de le voir cette année petit à petit. Parce que souvent, on dit que la deuxième saison de Hansi Flick, elle est un peu plus compliquée. Mais la première, il réussit automatiquement à s'installer, à faire valoir sa philosophie. Je pense que cette année, ça va être différent. Parce que ce groupe du Barça-là est assez jeune. Et parce qu'aussi, il y a des leaders dans le vestiaire comme Rafinha. Donc ouais, top saison de sa part. Incroyable sur le côté. Moi, je me rappelle d'un Rafinha qui joue sur le côté gauche, mais qui de temps en temps aussi laisse un tout petit peu le côté gauche à Baldé et après il vient se recentrer derrière Robert Lewandowski ou bien il plonge derrière Lewandowski, c'est-à-dire qu'il quitte le côté gauche au lieu de prendre la ligne, lui il rentre vers l'intérieur mais derrière Robert Lewandowski parce que Lewandowski était redescendu pour essayer de créer un espace. Donc franchement, il a été un joueur non seulement décisif, mais il a aussi eu le QI football qu'on ne pensait pas qu'il avait. C'est-à-dire que il a été ultra intelligent dans pas mal de choses qu'il a faites sur le terrain. Et j'ai envie de finir avec son apport en équipe nationale, parce que c'est un Rafinha aussi qui s'est installé comme un leader en équipe nationale. Et ça, c'est à saluer, franchement, parce que c'était pas donné. Et même qui au Barça avait le brassard en l'absence d'Araujo, donc aussi leader à ce niveau-là. Et c'est intéressant qu'on mette dans notre top 1, du coup, qu'on donne la première place, logiquement, à un ailier gauche qui est gaucher. Dans le foot d'aujourd'hui, c'est beaucoup les ailiers en faux pied qui dominent. Et pourtant, là, il y a un truc, je dirais presque un truc classique avec le fait de mettre un ailier en vrai pied, mais c'était aussi un ailier un peu second attaquant. Et cette position très, très originale de Rafinha, il fallait un sorcier comme Flick pour la trouver, parce que je pense qu'on avait tous un petit peu plus l'image de Rafinha comme un ailier droit faux pied, un peu classique, mais du coup qui est juste un ailier droit faux pied, même pas vraiment dans le top 10 européen, qui parfois jouait un peu numéro 10 aussi, mais il avait pas vraiment les qualités c'était pas un Martino de garde, quoi. C'était pas un mec qui manipulait l'espace, qui était fort sur jeu positionnel. Il avait sa frappe extérieure de surface, qu'il a toujours, qui est une vraie arme pour lui. Mais voilà, c'était pas un 10 non plus, etc. Et Flick, il a vu ça, il a fait, non, on a besoin de personne d'autre. J'ai mon idée. Et je pense que quand même, dans quelques années, on reverra cette saison 24-25 et on se dira, waouh, le niveau était très 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 élevé, parce que là j'ai presque envie de faire une vidéo avec toi après avoir fait toutes les positions du Ballon d'Or, qui est le coach de l'année. Mais en vrai, je pense au coach de l'année. Et j'ai envie de mettre Flick parce que regarde ce qu'il a fait de son ailier droit, de son ailier gauche là. Regarde la saison du Barça. Regarde qui on va mettre numéro 1 ailier droit dans ta vidéo, etc. Mais en fait, c'est Luis Enrique, parce que ce qu'il a fait avec le Barça. Enfin, il y a eu un foot de tellement haut niveau. Ou alors c'est Slot, sa première saison avec Liverpool, sans recrutement, sans mercato, machin. Enfin, il y a eu tellement de belles équipes, de belles créations footballistiques. Ça a été vraiment une année de très très haute volée. Et Rafinha en a été un symbole ultime. Moi, je dirais peut-être la dernière chose avec Rafinha qui m'a choqué, c'est que, tu sais, j'aime bien aller chercher les chiffres avancés, etc. Et il y en a un, c'est les XG par match. Non-penalty XG, donc le volume d'occasions créé, que le joueur a par match en excluant les penalties. Et en non-penalty XG, donc, il est à 0.49 par 90 minutes, un demi XG, on va dire, par 90 minutes. C'est pas seulement premier centile, c'est premier tout court. Il est le joueur en Europe qui avait le plus d'XG par 90 minutes. Ça veut dire que son sens, sa compréhension de l'espace dernier tiers, son sens du but, Inzaghi. Rafinha, c'était un joueur de profondeur, c'était un joueur avec une super frappe extérieure de surface, c'était un chien, c'était tout ce qu'on veut, mais en vrai, il s'est mué en un mec de surface
incroyable. Je trouve que très souvent, tu voyais Rafinha surgir second poteau, marquer des buts de la tête. Genre, qui pensait que Rafinha était un aussi bon joueur de tête? Très souvent, on l'a vu surgir par-dessus des mecs, caler des têtes magnifiques, les reprises de volée, le flair. Vraiment un flair, un sens du but incroyable, un sens mortel, comme pour tuer des matchs contre Benfica à la toute fin, lancer dans la profondeur contre le Real Madrid, tellement dévastateur dans ces situations. Je l'ai trouvé... pour surgir sur un ballon relâché aussi, il a marqué des buts. Le gardien fait un arrêt, hop, ça tombe dans les pieds de Rafinha, il chope le rebond et tout. Il était très souvent bien positionné, c'est ça que je veux dire. Souvent pour un défenseur, on parle de la qualité de positionnement, pour un gardien aussi, pour un avant-centre, être dans les bons espaces, avoir ce flair pour le but. Et autant en Liga, après, à la finition, une fois qu'il faut vraiment finir, tu as été dans la bonne position, maintenant il faut finir. En Liga, il sous-performe légèrement ses XG. Et on a vu Rafinha aussi rater des grosses occasions. Par contre, en Champions, il les a explosés. En Champions, il finit avec 13 buts en 5,9 XG. Donc, c'est incroyable. C'était vraiment un joueur de grands moments, de grands rendez-vous. Et dans tous les grands rendez-vous, franchement, on a eu un top Rafinha. Pied droit, pied gauche. Même contre l'Inter, je me souviens ce but à Giuseppe Meazza. Frappe pied gauche, Zomer la relâche. Pas grave, il met la reprise de volée pied droit. Tu sais, en 2 temps, genre boum, pied gauche, pied droit, les 2 jambes. Et il marque. Ça a été vraiment cette histoire, personne n'aurait pu l'écrire. Non, mais on est tous d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que un joueur, un gars qui lors des 3 dernières saisons a marqué moins de buts qu'il a marqué l'année passée. Ouais. C'est-à-dire que Rafinha, 2020, 2021, 2022, 2022, 2023 et 2023, 2024, les 3 combinés, c'est 31 buts. L'année passée, il en a mis 34. Rafinha n'a jamais dépassé, on peut même le dire carrément, la barre depuis que Rafinha a quitté le Victoria Guimarães. C'est-à-dire en 2017-2018, il n'a jamais dépassé la barre des 10 buts. Et je m'en fous de la saison de Leeds 2021-2022 où il a 11 buts. On peut enlever le petit 1 là, on peut l'enlever, c'est pas grave, pour que la statistique fasse du sens. C'est-à-dire que sur 6 ou 7 saisons, le boy n'a jamais fait plus que 10 buts. Il arrive une saison, il fait 34 buts. Non, mais c'est quand même, franchement, c'est incroyable. Est-ce que tu penses qu'il fait top 3 Ballon d'Or cette année, Rafinha? J'espère. Si Rafinha fait top 3 Ballon d'Or, on aura dans le top 3 2 joueurs qui sont en fait des formes de MIP, Dembélé et Rafinha. Ouais. Et qui sont tous les deux passés par Rennes. Parce qu'à un moment, Rafinha était à Rennes. J'espère que Rennes, ils ont une petite clause libératoire, une clause là dans les contrats en disant si le boy gagne le Ballon d'Or un jour. Si Désiré Doué va dans le top 5, il y aura même 3 ex-Rennais qui seront top 5 du Ballon d'Or. Ouais, ça c'est quand même ouf ça. C'est assez... quand même... Mais ouais, c'est une drôle de saison. Après Rennes aussi, tu vois, tout le monde est passé par Rennes, les peintres 7. En fait, Rennes aussi, Rennes bizarrement, il y a beaucoup de grands gars, ils sont passés par Rennes, hein. Il y a des top players, ils sont passés par le Stade Rennais, tu vois. Donc ça aussi, c'est au niveau du travail là-bas qui est fait aussi, c'est à saluer. Mais ouais, effectivement. Ok. Donc tu vois Rafinha faire top 3, mais j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu le vois refaire la saison qu'il a fait? Ah, ça c'est une bonne question. Franchement. C'est comme Ousmane, en fait. C'est comme Ousmane. Est-ce qu'il peut refaire la même saison? Tu sais, techniquement, c'est possible, mais il y a une partie de moi qui me dit non. En fait, tu vois, des fois, c'est Yannick cette soirée là. Tu l'as fait une fois, c'est bon quoi. Je peux pas le refaire. C'est vraiment le hit, il est passé une fois. Franchement, merci à Claude François d'avoir fait cette année-là en 1900, je ne sais pas combien. Merci à Yannick d'avoir fait le remix dans les années 2000. Mais après le frérot, il a disparu, tu vois. Il a tout gagné. Le son 30 ans plus tard, c'est encore un des sons que quand tu mets en soirée, tout le monde est là en haut, en bas et tout ça là. Mais est-ce que tu peux le refaire encore? Tu penses que Rafinha il flop cette saison? Pas qu'il flop, mais qui te fait une saison, il revient dans les normes normales. Donc, une saison à 15 buts, 15 passes D, tu vois, une saison normale, quoi, tu vois, il peut faire une saison. Mais une saison à 34 buts, non, mais c'est franchement, et ça, franchement, je sais pas, j'ai des doutes. C'est basé sur rien, hein. C'est basé juste sur un feeling interne comme ça, en me disant, est-ce qu'ils peuvent le refaire? Mais ce genre de joueur-là, d'habitude,
Non, je sais pas. C'est ça, là, je trouve, c'est une question intéressante parce que en fonction du joueur et en fonction de comment ça s'est passé, c'est toujours un truc qui mérite d'être posé. Est-ce que ça peut se reproduire? Et en vrai, avec Rafinha, moi, je pense que ça peut se reproduire. Je pense juste pas que ça peut se reproduire pendant très longtemps parce que il a 29 ans. Il a brillé dans la profondeur. Il a brillé grâce à sa vitesse. 29 ans, on sait que c'est des qualités qui s'érodent avec le temps quand même. Cela dit, je pense que tant qu'Hansi Flick est là, il n'y a pas de raison que cette saison, par exemple, ce qu'on a vu pour moi, c'était pas... quand ça dure toute une saison comme ça, et même sur les chiffres avancés, ok, il a surperformé en Champions, donc il marquera peut-être pas 13 buts en Champions, effectivement. Ça 13 buts en Champions, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font de manière générale. Mais dans l'ensemble, son rendement, j'ai pas vu de choses où je me dis, oula, là, c'était juste un peu... bon, il y a des saisons comme ça, etc. Sur toute une saison, dans le style fliquin, il est tellement parfait pour le style fliquin que ouais, mais ça prend quelque chose d'assez extraordinaire, Willou, tu vois, pour mettre... C'est ça, c'est genre, est-ce qu'il peut faire ce que Mohamed Salah, il a fait? Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, est-ce que tu peux... Je sais pas. Je pense qu'il peut le refaire cette saison, mais pas beaucoup plus. Parce que Salah, il l'a fait. Salah, ça fait 6 ans, il le fait, hein. 6 ans ou 7 ans, il fait depuis la première année où il a battu le record de première ligue, là. Les 33 buts ou un truc comme ça. On s'est dit, allez, vas-y, c'est bon. Il a eu de la chance cette année et tout. Il l'a refait back to back jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Rafinha rentre dans la trempe de ce genre de joueur-là? Sur la saison passée, il nous a montré qu'il peut s'asseoir à leur table sans aucun problème. Maintenant, est-ce que sa réservation, c'est une réservation pour un souper, c'est-à-dire un seul dîner, ou est-ce que c'est une réservation pour 10 dîners? Ça m'étonnerait. Tu vois, moi, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il s'assoit à la table, mais à un si moment donné, Rafinha, jusqu'à 38 ans, nous met 13 buts de saison en Champions, effectivement, on va se demander qui a volé l'âme de Cristiano Ronaldo et qu'est-ce qui s'est passé, mec. On va lui dire, à un moment donné, le dîner est terminé, mon gars, lève-toi de la table, laisse les tontons finir le café. Mais ouais, franchement, 34 buts, c'était incroyable. Et surtout dans les classicos, non, franchement, il a été incroyable. Il a été tout simplement, franchement, il a été trop. Mais comme tu as dit, il a overperform. C'est que il y a des gars, ils performent et tu t'attendais à cela. Mais Rafinha, franchement, entre nous, quoi, on s'assoit calmement. Ne faut pas se foutre de nous, hein. Là, je te parle pas, Willou. Je parle aux gars dans la vidéo, là, parce que je les connais. Faut pas se foutre de nous. Vous, dites-moi quand même, il y a 12 mois, on vous réveille à 3 heures du matin, on vous dit Rafinha va mettre 34 buts. Tu as envie de dire pourquoi tu m'as réveillé? Laisse-moi dormir, sincèrement. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on soit lucide avec nous-mêmes. Il y a des gars qui ont juste fait des trucs, on s'attendait pas à cela. Ils ont fait des trucs incroyables. Ils ont fait des trucs à un autre niveau et ils l'ont fait sur une saison. Maintenant, le refaire sur 2 saisons, en plus, c'est une année où tu es attendu aussi. Donc, il y a des expectations. Est-ce que tu vas être à la hauteur des expectations? C'est pas tout le monde qui a ce mental-là aussi, tu vois. Il va falloir aussi que le collectif derrière se donne à 2000% aussi. Il est dans un effectif qui peut le faire, c'est le Barça. Est-ce que c'est Rafinha qui doit être le leader de ce Barça-là offensivement? Je pense que oui, il y a moyen, encore une fois, avec un Lewandowski vieillant et un Ferran Tokar Torres. J'arrive même plus à dire son nom sans dire Tokar. Un Ferran Tokar Torres intermittent. C'est vrai que la seule valeur sûre que tu as en termes de but, c'est Rafinha, sachant que Lamine Yamal a encore beaucoup de déchets à la finition. Donc, c'est possible. I guess que c'est possible, mais j'ai beaucoup de doutes. En tout cas, je mettrai pas mon argent dessus. Franchement, je mettrai pas mon argent sur Rafinha à plus de 30 buts. Moi, je mets mon argent sur Rafinha plus Flick. Je pense que tant que Rafinha et Flick restent ensemble, tant que ce match continue à exister, je pense si Flick part, c'est totalement différent pour Rafinha, dans un style différent. Mais là, vraiment, l'osmose a été trouvée. C'est le style offensif parfait pour Rafinha et incroyable. Je dois dire aussi quelle drôle de période que vit le Barça. À la fin, je pense qu'ils sont pas loin de sortir de leur sombre période économique quand le stade sera livré, même si c'est encore un peu retardé, etc. Mais voilà, je pense qu'on est à peut-être 1-2 saisons de retrouver la normalité financière pour le Barça, et ben à la fin, ils seront sortis de cette sombre période économique, notamment grâce à des réinventions tactiques comme Rafinha en second attaquant, une folie trouvée par Flick. Ils vont s'en sortir pas si mal que ça. Ils vont s'en sortir avec des titres, avec un sacré effectif. C'est Willou, sincèrement, entre nous, c'est même pas pour comme on dit chez nous en Afrique, pour dire leur louange et tout, mais je connais pas grand club
qui auraient vécu ce que le Barça a vécu et qui auraient réussi à s'en sortir. Et la preuve, elle est là, moi, dans mon championnat. Les Manchester United, les machins, tout ça là, ils sont là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Le Barça est passé par une période post-Bartomeu, mais cataclysmique. Départ de Messi, problème d'inscription, problème financier, salaire retardé ou salaire étalonné sur des je sais pas combien. C'est-à-dire que des gars qui sont obligés de pardonner des salaires. Il fallait que Messi dise c'est pas grave, vous pouvez ne pas me payer ou je sais même plus quoi, c'est pas grave. C'est-à-dire que ça a été vachement compliqué. Et même malgré ça, l'institution est restée debout. Moi, franchement, je leur tire mon chapeau. Je suis pas fan du Barça, mais je me dis, Mesque ou un club, ils ont pas tort. Parce que il y a pas beaucoup de clubs qui vivent la situation économique, financière, sociale, footballistique, machin et tout cela, et qui s'en sortent. Et le Barça s'en est sorti, qu'on le veuille ou non. Le Barça, malgré tous les problèmes, le Barça, tu dis à leurs supporters, ils ont pas d'argent, ils se fâchent. Le Barça a des problèmes avec la Liga. En tout cas, ça, nous, on sait. 1, 2, 3, ça nous parle de 1 pour 1, 2 pour 2, 3 pour 3. Je sais même pas, en fait. Ils sont là dans des calculs de ratio à gauche et à droite. Ouais. Même malgré ça, chaque mercato, ils peuvent attirer des grands joueurs. Chaque mercato, les grands joueurs sont prêts à se sacrifier pour aller à Barcelone. Et ça marche à la fin de la saison, franchement. Je suis désolé. Robert Lewandowski, quand il vient là-bas, il prend un risque. Ça marche. Dani Olmo, quand il vient là-bas, il prend un risque. Ça marche. Rafinha, quand il décide de rester, il prend un risque. Ça marche. Mais combien de gars sont partis à Manchester United, ça n'a pas marché? Combien de gars sont partis à l'AC Milan, ça n'a pas marché? C'est-à-dire que il y a des grands clubs qui passent par des phases de troubles et tu sens qu'ils sont complètement morts, ils sont en galère et ça leur prend 4 ans, 5 ans pour revenir. C'est pas le cas du Barça. Chaque année, ils sont là et chaque année, ils réussissent à tenir tête à un Real qui paraît plus stable, en tout cas administrativement. Bon, en tout cas, surtout cette année, parce que l'année d'avant, ils avaient perdu les 4 classicos, mais là, ils les ont gagnés. Et je pense que Flick, la nomination d'Hansi Flick, c'est vraiment... j'étais pas convaincu au début. Hein. Avant qu'il arrive, je me disais, Flick au Barça, vraiment, c'est quoi l'idée? Il parle même pas espagnol en plus. Ouais. Il parlait même pas espagnol. Et puis, je sais pas, ça fait bizarre de voir Flick qu'on associait tellement à la sélection nationale allemande, au Bayern, en dehors de ça. Comment... Vraiment, ça semble bizarre comme nomination. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une des meilleures nominations d'entraîneur des dernières années. On verra l'an 2, effectivement. L'histoire, elle n'est pas encore totalement écrite, mais l'histoire de la saison dernière, elle est spectaculaire. Et Rafinha en est un chapitre magnifique. Voilà pour notre top 5, les amis. Il n'y avait pas vraiment de liste complémentaire. Honnêtement, ça ne vaut même pas trop la peine d'en parler. J'avais un petit peu... Alex Baena, vite fait. Oui, Baena, Villarreal, voilà, je disais, on va pas mettre des Jérémy Doku, tu vois, donc non, voilà, c'est compliqué. Vraiment, on a galéré même pour le top 5, mais notre top 3, tu vois, finalement, on est arrivé, même notre top 4, comme t'as mis Diaz à la fin aussi, avec Gakpo, Cody Diaz, et bah finalement, on est plutôt d'accord sur ce top 5, et je vais dire une folie, je vais dire que notre top 5 des ailiers droits, qu'on va faire désormais sur ta chaîne, je pense qu'on aura le même top 5, dans l'ordre. Non. Rendez-vous chez Stan pour voir ça. Il ne pense pas. Et du coup, j'ai hâte de voir la folie absolue qu'il a concoctée. Et merci d'avoir été là, les potes. Rendez-vous chez Stan pour les ailiers droits désormais. Et on se retrouve, nous, très très vite pour une immense semaine de Champions. Ça va être un kiff. Prenez soin de vous. Bisous.